Vous voici à l'Université du développement global. Vous pouvez tout obtenir dans votre vie si vous avez le pouvoir choisir, le pouvoir agir. Le bonheur, le succès, la réussite, la connaissance, la compétence et la richesse sont bel et bien à votre portée. Ne vous laissez pas influencer par des pensées négatives et des personnes pessimistes. Suivez coach Dr May avec ses 35 années d'expérience à travers cette chaîne, ses séminaires, ses conférences et ses formations. Salut à tous ceux qui nous suivent à travers cette chaîne. Nous voulons aujourd'hui nous entretenir avec vous sur le sort qui est réservé aujourd'hui à l'Afrique. Ce sort réservé à l'Afrique, malheureusement, ne saurait être traité avec vigueur que par les Africains qui aujourd'hui tombent dans un véritable pessimisme. Vous verrez que ce pessimisme est surtout le fait qui nous oblige aujourd'hui à vouloir, encore une fois de plus, essayer de restaurer notre conscience sur le plan historique, sur le plan culturel, mais aussi sur le plan économique. Très souvent, j'ai mal quand je vois beaucoup de jeunes Africains penser qu'il leur faut traverser la Méditerranée, aller en Europe pour réussir. Penser aussi que c'est là-bas où se trouve l'Eldorado, où on peut tout réussir, où on peut tout avoir. C'est en fait lié au fait que chacun de nous est victime d'une certaine aliénation, d'une subordination, l'amenant à croire que l'Afrique, le sort qui lui est réservé, est celui d'un continent condamné à être pauvre. C'est vrai, en regardant un peu sur le plan géopolitique, la structure même du continent africain, on peut se poser beaucoup de questions avec la sécurité alimentaire, la famine, avec tout ce que nous avons comme difficultés qui peut-être peuvent nourrir les méandres de notre pessimisme. Mais tenez-vous bien, cette Afrique-là peut un jour verser un avenir, et cet avenir, il est justement chanté par ce présent qui malheureusement est mécontent, parce que c'est de ce présent que dépend cet avenir que nous voulons construire. La jeunesse africaine a aujourd'hui besoin d'entendre un discours qui lui permet de comprendre que ce continent a été certainement très déterminant dans la civilisation planétaire, dans le développement du monde, avec tout ce que cela comporte aujourd'hui comme avantage, comme faveur. C'est à cet effet que nous avons, à travers cette communication, voulu vous parler de la restauration de la conscience africaine. La restauration de la conscience africaine, c'est d'abord une restauration de la conscience historique, que les jeunes Africains sachent que l'humanité est née en Afrique. À l'est de l'Afrique, vers le Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie et même l'Afrique du Sud. C'est dans cette Afrique-là que étaient tombées 6 formes humaines qui vont évoluer pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Vous avez par exemple l'Australopithèque robustus, l'Australopithèque gracile et l'Homo habilis qui ont été les 3 premières formes humaines qui ne sont jamais sorties de l'Afrique. Ces formes humaines ont évolué en Afrique de l'Est et aujourd'hui les travaux de Cheikh Anta Diop ont montré d'une manière éloquente que ces spécimens d'hommes sont nés sous les tropiques, sous la latitude du Kenya, où il faisait excessivement chaud. Ces spécimens d'hommes avaient de la mélanine qui les protégeait des flux des rayons ultraviolets. Ce sont ces spécimens d'hommes qui ont lancé l'humanité.
ils étaient tous noirs. Plus tard, il y a eu 3 autres spécimens d'hommes qui sont sortis. Il s'agit de l'Homo erectus, l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens, qui est comme vous, qui est comme moi, qui est comme n'importe qui. Sur ce, vous conviendrez avec moi qu'au début de l'humanité, il n'y avait qu'une seule race, c'était la race noire, très présente en Afrique. Cette race noire va justement peupler la planète, mais avec les 3 derniers spécimens d'hommes, c'est-à-dire l'Homo erectus, l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens sapiens. Ces 3 spécimens ont peuplé le monde à travers Gibraltar et Suez. Et en peuplant le monde, justement, si nous nous intéressons au peuplement de l'Europe, vous verrez qu'il y avait des Noirs qui se sont déplacés, mais ils avaient trouvé en Europe un contexte climatique extrêmement difficile avec la glaciation qui fait que ces derniers étaient obligés de vivre dans des grottes sans pouvoir se déplacer, sans pouvoir mener aucune activité. Et tenez-vous bien, pendant cette période, l'Afrique était en pleine ébullition civilisationnelle. C'est vrai, certains archéologues avaient tenté de dire que l'Asie est le berceau de l'humanité, mais plus tard, avec plusieurs investigations, on s'est rendu compte que la Mésopotamie n'hébergeait pas ces spécimens d'hommes. Le peuplement de l'Amérique est aussi un autre témoin. Quand aujourd'hui vous voyez l'Amérique telle qu'il se configure du point de vue de son peuplement, c'est un peu un continent du tout est possible en termes de race. Oui, parce que dans les Amériques, nous avons certainement une variété climatique favorable qui pouvait permettre à toutes ces entités d'y être. D'ailleurs, je dis souvent que la race jaune, c'est bien après la race blanche. Et de là, vous verrez que, en fait, que nous, Africains, nous sommes porteurs du berceau de l'humanité. Au début de l'humanité, il n'y avait qu'une seule race. C'était la race noire. C'est justement cette race noire qui a évolué à partir de facteurs climatiques pour donner la race jaune, la race blanche. Cela, en vous le rappelant, va peut-être vous permettre de comprendre, mes frères africains, que vous avez encore la possibilité de faire de votre continent un continent qui marche avec le monde et que vous puissiez vous mettre au rythme de la vie en essayant vous-même de découvrir à partir de la connaissance directe toutes les élucubrations qui vous sont servies et qui justement peuvent nous pousser à entretenir l'aliénation, la subordination et le complexe. Les travaux de Cheikh Anta Diop, d'ailleurs, ont donné des preuves scientifiques très éloquentes qui, aujourd'hui, n'ont jamais été démenties pour dire que la thèse d'un peuplement monogénétique est encore beaucoup plus pertinente que la thèse polycentrique. Quand on parle de la thèse monogénétique, c'est clair, tout est parti des Noirs qui ont peuplé l'Europe, qui ont peuplé l'Asie, qui ont peuplé l'Amérique, et que la race, en ce moment, n'est rien d'autre qu'une variation géographique. C'est-à-dire le fait du climat qui a nuancé le pigment. Vous verrez aussi que, sur cette situation, que l'Afrique, quand on dit qu'elle est le berceau de l'humanité, ça veut dire qu'elle possède tout un potentiel archéologique qu'on ne retrouvera pas dans aucun autre continent. Nous l'avons certainement abordé tout à l'heure en montrant que même les 3 spécimens d'hommes, l'Australopithèque, les Australopithèques et l'Homo habilis, ces spécimens d'hommes ne sont pas sortis de l'Afrique. Les spécimens qui sont sortis, c'est l'Homo erectus, l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens sapiens. Alors pourquoi aujourd'hui avoir un complexe par rapport à la race? Pourquoi aujourd'hui
développer des positions racistes ou raciales, ce serait encore une fois de plus essayer de remettre en cause la vraie réalité scientifique. D'ailleurs, je taquine souvent les enfants en leur disant, vous avez un pagne blanc et un pagne noir. Vous pouvez teindre le pagne blanc et qu'il se transforme en noir. Mais vous ne pouvez pas teindre le pagne noir pour qu'il soit blanc. Prenez un pagne jaune, vous pouvez teindre ce pagne, il devient noir. Mais vous ne pouvez jamais teindre le pagne noir et qu'il devient jaune. Ça, c'est une réalité élémentaire mais naturelle. Mes chers frères africains, vous portez le berceau de l'humanité. Mais on ne devrait pas aussi s'arrêter sur la restauration de cette conscience historique. Il y a aussi la restauration de la conscience scientifique. La science est née avec l'apparition de l'écriture, les hiéroglyphes. C'est en Égypte qu'on a inventé l'écriture. Et en inventant l'écriture, il y avait toute une série de faits civilisationnels qui voulaient que l'écriture accompagne la civilisation égyptienne. En ce moment, l'homme de Grimaldi ou l'homme de Cro-Magnon, ben écoutez, ils étaient en Europe, dans des grottes, du fait de la glaciation. Mais la civilisation égyptienne était en ce moment très intense. D'ailleurs, dans les travaux de Cheikh Anta Diop, il est mis en évidence l'invention du calendrier sidérien en Égypte à partir d'une observation d'une relation de complicité entre l'étoile et le soleil. Mais écoutez, ils ont pu inventer l'année bissextile. Mais dans d'autres littératures scientifiques, on prête cette invention à une autre civilisation. Le calendrier est né en Afrique. Mais plus, lorsque nous prenons les mathématiques, les Égyptiens, en réalisant les pyramides, ont développé de manière scientifique et analytique des formules comme celles qui permettaient de calculer le volume du cylindre ou le volume du tronc d'une pyramide. Ça leur a permis déjà de mettre en évidence un certain nombre de faits tels que un ensemble de lois qui étaient, si vous voulez, appliquées de manière scientifique pour pouvoir créer ces pyramides. Et ces pyramides sont toujours là, éternelles, parce que construites à partir d'un raisonnement scientifique. D'ailleurs, on prête à Archimède beaucoup de lois et théories, ou à Pythagore, ou à Thalès, ou à Platon, mais ils reconnaissent qu'en ce moment, ils n'avaient pas encore la possibilité d'écrire, mais c'était de grands voyageurs qui ont vu toute la magie, toute la science égyptienne pour pouvoir peut-être les vulgariser dans d'autres contrées. Mais la science, elle est née en Égypte. Je donne un exemple très simple. En Égypte, ils avaient déjà montré que, en fait, dans un triangle rectangle, les deux côtés élevés au carré donnent le carré de l'hypoténuse. Mais ils l'avaient démontré à partir d'un triangle qui fait 3 unités, 4 unités et 5 unités. Et vous verrez que 3 au carré plus 4 au carré est égal à 5 au carré. Ça leur permettait déjà de pouvoir comprendre que pour arriver à certaines applications, il fallait un triangle rectangle. Ça, c'est découvert en Égypte. Bon, on a prêté à Thalès, à Pythagore, un certain nombre de théorèmes. Et pourtant, Thalès, il avait dit dans une biographie que j'ai lue, je n'aime pas écrire, je préfère me contenter de voyager. Thalès était un grand voyageur. Donc, l'Afrique aujourd'hui doit avoir une certaine conscience scientifique, lui permettant de ne pas continuer à être dans une logique de consommation, d'imitation et de répétition. D'où la nécessité de refonder aujourd'hui notre système éducatif, notre système universitaire, pour qu'on puisse donner à nos jeunes la possibilité de comprendre que l'école développe deux types de connaissances. Une connaissance comportementale permettant aux individus d'adopter de bonnes attitudes, mais aussi il y a une connaissance instrumentale permettant de mettre au point une science qui permet
à l'humanité de continuer à évoluer. Et la jeunesse doit encore une fois de plus être accrochée aux études. D'ailleurs, quand je vais sur le terrain, je vois certains jeunes dire que l'école ne fait plus rêver. Moi, je dis souvent, si l'école ne fait plus rêver, la science ne fait plus rêver, la vie ne fait plus rêver. La vie, elle est faite à partir de la science. Et la science doit être, encore une fois de plus, être alimentée au niveau des écoles, au niveau des universités. D'ailleurs, c'est pourquoi, dans mon discours, je dis que, quelque part, dans un système universitaire, on pense que c'est l'univers de la science, lorsqu'on dit « sème de la violence », ça peut nous pousser à réfléchir davantage. Donc, aujourd'hui, la restauration de la conscience scientifique nous amène à dire à nos autorités d'investir, de beaucoup investir, d'encore investir, de plus investir dans l'éducation scientifique des jeunes, pour que les jeunes ne pensent pas qu'ils sont des imitateurs, des répétiteurs. Et en s'accrochant à la science, les jeunes vont encore une fois de plus comprendre que tout ce qui est développé actuellement fait partie de leur héritage à travers la science universelle au niveau de l'Égypte. Et enfin, la troisième dimension de la restauration de la conscience africaine est du point de vue culturel. N'oubliez pas que la sculpture, la peinture, les beaux-arts étaient dans la civilisation égyptienne. Ça, nous l'avons vu. D'ailleurs, lorsque nous prenons les premières formes de religion, elles ont existé en Égypte parce que les Égyptiens avaient compris que l'homme est un prototype de l'univers, une représentation de l'univers. Cela l'a mené à être en contact permanent avec l'univers pour pouvoir être en mesure de se développer et de développer son environnement. L'homme est un produit de l'univers. Alors vous allez convenir avec moi qu'aujourd'hui, si nous devons développer l'Afrique, il faut non seulement une restauration de la conscience historique, la conscience scientifique, mais aussi la conscience culturelle, pour qu'on sache que l'Afrique n'est pas le dernier continent. L'Afrique est un continent aussi dynamique, aussi riche d'histoire, mais on ne doit pas encore une fois de plus continuer à penser que l'Afrique sera faite par d'autres entités. L'Afrique peut être réellement faite par les Africains à partir d'un mouvement. Et sur ce mouvement, on compte beaucoup sur la jeunesse. Mais nous pensons à une jeunesse très enracinée sur le plan culturel. Une jeunesse qui connaît son histoire, mais aussi une jeunesse prête à relever le défi. Ce n'était qu'un petit rêve que je portais et j'aurais aimé, si vous voulez continuer à avoir de tels raisonnements, n'hésitez pas à nous suivre à travers cette chaîne. Nous aurons l'occasion de développer d'autres thèmes qui permettront encore une fois de plus à la jeunesse de penser, de ne pas penser que pour réussir, pour se développer, il faut aller en Europe. Aujourd'hui, l'Afrique est un continent où tout est possible, tout peut être fait. C'est un continent vierge. Et ce continent, il est intact. Il peut continuer à incarner l'avenir du monde. Je vous remercie de votre aimable attention.